présentant Sarah Ouramoun et Samy Bouguerne des Déterminés. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cet nouvel échange que je vais avoir avec Sarah Ouramoun. Sarah, je ne sais pas comment te définir. Alors, ça a été très passionnant de pouvoir préparer cet entretien, tant tu as fait des choses dans ta carrière, même si elle est loin d'être encore finie. Boxeuse, dans un premier temps, ensuite entrepreneur, femme engagée, décideuse au sein de différents conseils d'administration. Comment ça va ? Ça va très bien. Très, très bien. C'est vrai que même moi, j'ai du mal à me définir et on me demande souvent de choisir et j'ai pas envie. Je crois que j'aime avoir plusieurs métiers. C'était d'ailleurs ce que je disais à mes parents, c'est-à-dire que j'avais envie de faire plein de choses et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je vais très bien. Pour comprendre un peu, je pense, tous ces combats, tous ces engagements que tu portes, il faut revenir à 1996. 1996, c'est la date à laquelle tu commences la boxe. C'est un temps qui est différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Tu décides de franchir le pas, de rentrer dans une salle, sachant qu'à l'époque, la boxe féminine n'était pas autorisée en France. Pourquoi tu décides de franchir ce pas et pourquoi surtout tu restes dans cette salle ? C'était pas un acte réfléchi, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sport avant ça. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui croyait vraiment aux vertus éducatives du sport et qui m'a poussée, comme mon grand frère, à faire plein d'activités sportives. J'ai commencé le judo à 2 ans, j'ai fait de la natation, de la danse, enfin j'ai fait un peu de tout. Et je suis passée devant cette salle de boxe à Aubervilliers et j'y suis entrée vraiment par curiosité parce que c'était un univers que je connaissais pas du tout, hormis à la télé avec les films de Rocky à l'époque. Et j'ai rencontré dans cette salle un entraîneur incroyable, Saïd Benajem, qui lui était professionnel. Il avait fait les Jeux de Barcelone en 92 et il a commencé à me parler de la boxe en me parlant d'escrime des points, de stratégie, de jeu, de noblard. Et il a réussi à me convaincre de revenir le lendemain, alors que pour moi, la boxe, c'était vraiment juste des coups de poing. Je ne voyais pas de quoi il parlait quand il m'expliquait que c'était vraiment de la construction, c'était un jeu d'échecs. Et finalement, quand je suis revenue dans sa salle le lendemain, j'ai adoré déjà l'ambiance parce que moi, j'étais passée longtemps dans des dojos à faire des arts martiaux où c'était quand même très strict, très rigoureux. Là, on travaillait, mais avec une super ambiance, une super solidarité. Et puis surtout, il y avait ce discours qu'il avait où il a tout fait pour me mettre en confiance. C'est-à-dire que j'étais une ado un peu introvertie où forcément, tu arrives dans un sport, tu sais pas trop, tu te sens ridicule. Et puis lui, il était là, ouais, super, tout ce que tu fais. Alors qu'en vrai, je sais que c'était vraiment pas terrible. Mais en tout cas, il a su vraiment me donner confiance et ça a duré des années. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à y croire, à poser aussi une ambition sur ma carrière sportive. Mais ça, c'est venu vraiment des années après. Et à vouloir rester et creuser, continuer à explorer cette passion parce que j'ai l'impression que c'était presque un coup de foudre, la découverte de ce sport. Alors tu le dis, c'est aussi le rôle de cet éducateur qui a été primordial. D'ailleurs, on salue tous les éducateurs un peu partout en France qui sont présents au quotidien avec les jeunes sur les terrains et c'est un travail qu'on ne voit pas suffisamment, je pense. Tu restes dans cette salle, ce sport est interdit jusqu'à 1999 où a lieu le premier combat officiel. C'est le premier combat que tu fais. Comment tu le vis ? Je le vis, c'est assez spécial parce que quand je suis arrivée sur le lieu de compétition, c'était une grosse soirée boxe où il y avait des championnats du monde professionnels et donc la salle était pleine. Les gens n'étaient pas du tout habitués à voir des femmes sur un ring, hormis les ringers là, avec leur maillot de bain et leur pancarte. Et du coup, quand je suis entrée dans la salle, on nous demandait de défiler sur un long podium pour accéder au ring. Il y avait tout le show et les gens sont devenus complètement dingues quand ils nous ont vus entrer. Donc il y a eu pas mal de sifflements, on s'est fait insulter. Et moi, j'ai vraiment le souvenir d'un mec qui s'est approché de la barrière en me disant « Ah, retourne dans ta cuisine !»
Et en fait, à l'époque, j'étais tellement effrayée par le combat en me disant mais pourquoi j'ai dit oui, ça me suffisait de taper au sac, j'avais pas besoin d'aller jusqu'au bout. Mais en même temps, j'avais envie d'explorer l'expérience du ring. Et je voyais bien que ceux qui avaient osé cette expérience du combat revenait transformée. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans le combat qui se jouait et j'avais envie moi aussi de découvrir ça, de me sentir aussi forte et pouvoir explorer ce que j'avais un peu dans les tripes. Et donc, j'ai pas prêté attention à tout ce qui se passait. Et d'ailleurs, à l'époque, je me rendais pas vraiment compte de presque le fait que je montais sur un ring, ça allait au-delà juste du combat sportif. Et moi, j'étais juste venue pour boxer. J'avais pas l'intention en tout cas, j'avais pas du tout conscience qu'il allait falloir combattre aussi pour la place des femmes dans ce sport et puis disons dans le mouvement sportif d'une manière générale. Mais en tout cas, quand je suis montée sur le ring, j'ai adoré. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier coup de gong. Au début, je suis restée un peu figée en me disant merde, qu'est-ce qu'il faut faire? L'arbitre parlait, il me demandait de reculer, de retourner dans mon coin. Je suis restée un peu figée 2-3 secondes et puis après il m'a poussée, j'y suis allée et le combat a démarré. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une vraie compétitrice. J'adorais ce moment sur le ring où je me révélais un peu. Tous les moments de stress, c'était des moments que j'adorais. Et après ça, tout est allé très vite puisqu'il y a eu la première équipe de France qui s'est créée et j'ai basculé sur le haut niveau en quelques mois. Justement, tu as parlé de Ring Girl. Je crois que tu as une anecdote concernant un sport qui n'était pas adapté à la pratique féminine sur les tenues de sport qu'on t'a donné un jour. C'était pour ce premier combat. Le président qui gérait le club d'Aubervilliers à l'époque, c'était un peu comme dans les vieux films. Il était dans son bureau, un gros monsieur qui travaillait dans une casse avec son cigare. Enfin voilà, t'avais l'impression que c'était vraiment la vieille mafia de la boxe. Et il m'appelle pour me dire voilà, on t'a trouvé une adversaire pour ton combat et tiens ta tenue donc dans un vieux sac plastique. Et nous dans notre salle il n'y avait pas de vestiaire, on avait des vieux toilettes turques pour se changer. Et donc il me dit va dans les toilettes, change-toi. Et donc j'ouvre le sac et je trouve un espèce de mini short rose en peau de pêche et un gros protège-poitrine avec deux tétons qui pointaient. Et donc évidemment, je les enfile pas, je ressors et puis je lui dis je me débrouillerai. J'étais obligée de limer les tétons pour pouvoir boxer. Et, donc voilà, ça c'était les toutes premières tenues de boxe. Et finalement, j'ai boxé avec un short de basket et un t-shirt. Et on a dû attendre plusieurs années avant d'avoir des tenues. Très souvent, c'était les équipements des hommes qu'on récupérait pour pouvoir boxer sur des compétitions de haut niveau. Même en équipe de France, c'était pas souvent adapté, c'était nouveau, la catégorie féminine. Et donc tu as fait partie de ces premières internationales françaises. Et tu as découvert, donc tu as essuyé un peu les plâtres pour aujourd'hui en faire une discipline qui n'est plus à construire. En tout cas, elle a toute sa place dans... Ouais, il y a encore du chemin, mais c'est sûr qu'entre 99 et là 2022, il y a eu une belle évolution. C'est-à-dire qu'on a eu la reconnaissance olympique et ça change tout pour une discipline. Parce qu'à partir du moment où vous êtes au programme olympique, vous êtes exposé aux yeux du monde et donc là, il y a de la visibilité, il y a des sponsors, il y a des médias. À partir du moment où on fait une médaille, quand on n'en a pas, on reste... anonyme, mais il y a une évolution. Là où il n'y en a pas encore, c'est qu'il n'y a toujours pas les mêmes moyens, il n'y a pas de femmes dirigeantes dans le monde de la boxe, et c'est d'ailleurs un monde qui régresse, hein, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de la boxe. On a des grosses difficultés avec politiquement des dirigeants qui sont très véreux, on va dire, et en ce moment on a un Russe qui est... voilà. Donc l'avenir de la boxe est plutôt triste et je dirais en danger. Mais en tout cas, ça a évolué. Moi, j'ai eu la première licence de boxe et puis je l'ai vu un peu grandir. Mais il y a encore beaucoup de chemin et c'est aussi pour ça que j'ai voulu m'engager. Pas forcément à mon gré au début parce que c'est un monde qui m'a forgé, qui m'a permis aussi de trouver les ressources pour aller taper aux portes et développer d'autres projets professionnels, puisque l'inconvénient de l'époque d'être dans une discipline très populaire où on avait l'image vraiment d'un sport de quartier ou sport agressif qui n'était pas reconnu, qui n'était pas aidé, m'a obligée à construire ma vie professionnelle à côté. Et en fait,
avec du recul, ça a été un vrai avantage parce que ça m'a obligée à travailler sur ce double projet. Alors, en 2012, la boxe rentre au programme olympique, la boxe féminine. Et là, premier échec, j'ai envie de dire, tu perds le tournoi de qualification pour les Jeux olympiques. Et à ce moment-là, tu décides d'arrêter la boxe. Il faut savoir qu'à l'époque, tu es quand même la première licenciée de l'histoire française de la boxe, détentrice encore aujourd'hui du nombre de combats, hommes, femmes confondus. Et là, gros échec et tu arrêtes. Ça a été un moment un peu compliqué dans ma carrière. C'est-à-dire que je me préparais pour cette Olympiade. Ce qu'il faut savoir, c'est une compétition en mort subite. Il n'y a qu'un seul tournoi. Et à partir du moment où on perd un combat, c'est fini, on n'a pas de deuxième chance. Et donc moi, j'arrive sur le tournoi de qualification. J'étais prête, ça faisait 3 ans que je n'avais pas perdu de combat. J'étais numéro 1 de ma catégorie, une nouvelle catégorie, puisque ma catégorie initiale, qui était les moins de 48 kilos, n'était pas olympique. Donc je suis passée dans la catégorie supérieure et tout allait bien, sauf que voilà, on maîtrise pas tout, ça reste du sport. Et je pense que dans la tête, j'ai craqué parce que beaucoup d'enjeux, l'envie de bien faire, parce que ça faisait des années que j'attendais ce moment-là, et je suis passée complètement à côté. Et donc voilà, une seule chance de se qualifier. Et donc j'ai pas su la saisir au bon moment. J'ai décidé d'arrêter ma carrière. Ça faisait 16 ans que j'étais dans le circuit. Et puis la boxe, il n'y a pas de basse saison. C'est-à-dire que je boxais vraiment toute l'année. Il n'y a pas de repos. On boxe les jours fériés. On s'entraîne tout le temps. Et donc j'ai arrêté. Et puis je suis partie sur d'autres projets, notamment sur de l'entrepreneuriat. On va y revenir. Mais pendant cette période où tu boxais quotidiennement, quel était ton statut? Parce qu'en boxe, il y a la boxe amateur olympique, la boxe professionnelle. Tu étais boxeuse amateur, mais pas au sens amateur comme on peut le voir dans d'autres sports. Comment tu en vivais? Est-ce que tu avais un métier à côté? Tu avais fait des études? Ou est-ce que tu vivais exclusivement de la boxe? Alors, je vivais pas du tout de la boxe. On n'avait pas de rémunération, hormis quand on gagnait des combats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tarifs étaient assez effrayants. Des fois, on partait une semaine en Bulgarie, en Roumanie pour 60 €. C'est-à-dire que quand on avait une victoire, on gagnait 60 €. Et puis, quand c'était une défaite ou un match nul, on n'était pas payé. Donc non, je vivais pas du tout de la boxe. C'était vraiment une passion. J'étais étudiante. Et puis, à côté, je faisais des boulots d'étudiant comme un peu tout le monde. J'ai fait les marchés, j'ai fait de l'aide scolaire, le ménage. Enfin, voilà, comme mes autres amies étudiantes. Et tu es éducatrice spécialisée, je crois, de formation. C'est vieux, c'était il y a une dizaine d'années, mais oui, je l'ai été. Pourquoi ce choix? Ça s'est fait assez naturellement. J'ai une mère qui m'a éduquée dans des valeurs fortes de partage, et je pense que ça m'a aussi orientée. J'ai eu envie d'utiliser la boxe aussi comme outil de développement personnel auprès de différents publics. Donc j'ai travaillé avec des toxicomanes, avec des prostituées, des personnes en situation de handicap, et puis des jeunes en difficulté. Et j'avais ce besoin de partager, de donner, d'aider. Et puis un peu comme Vanessa l'a raconté, l'histoire de l'étoile de mer, ça a toujours été ça, hein, c'est de donner la chance. Et puis moi, j'ai eu des gens qui m'ont aidé sur mon parcours, des gens qui continuent à m'aider. Et j'ai eu aussi envie de faire la même chose, de rendre un peu cette chance. 2012, donc tu arrêtes la boxe une première fois. Et tu entres à Sciences Po pour faire un master en communication. J'y étais déjà, en fait. Je le termine en 2012. Et tu décides de faire une spécialisation, entre guillemets, je crois qui est donnée par Jacques-Henri Hérault, ancien président de l'Olympique de Marseille. Tout à fait. Une spécialisation sur l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est cet élément qui a déclenché en toi l'envie d'entreprendre, ou tu avais déjà envie d'entreprendre avant? Non, j'avais pas envie d'entreprendre avant. J'avais une association, donc d'une manière, j'étais un peu dans l'entrepreneuriat. Mais non, j'avais commencé à faire des stages dans des agences de com. Voilà, je voulais être en communication. Et dans ce séminaire avec Jacques-Henri Hérault, je rencontre plein d'entrepreneurs, Michel et Augustin, Absatoussi. Et ils parlent de leur parcours. Et je me dis, mais ouais, c'est ça. Déjà, j'étais trop indépendante. Un boulot de salarié, pour moi, c'était compliqué. Je pense que j'ai une grosse endurance de travail, mais j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et donc, je me rends compte que ça colle complètement. Et puis, on parlait beaucoup à l'époque aussi des
des valeurs entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Et je me dis, c'est ce qu'il faut. Et puis, on était dans un amphi avec 300 personnes et on nous demande d'imaginer un business. Et donc, moi, je me lance dans l'écriture d'un business. À l'époque, on était en 2014. C'était le début des premiers objets connectés. Et j'imagine une salle de boxe ultra connectée avec des sacs, des gants, etc., avec beaucoup de data. Et je balance le projet à Jacques-Henri Hérault et il m'envoie un mail en me disant « Est-ce que je peux vous parler à la fin du cours ?» Et donc, je vais le voir. Et puis, il me dit « C'est un projet sympa. » Lui, il a été champion de France de taekwondo. Et puis après, il a arrêté quand il est parti à Harvard. Mais voilà, il avait cette sensibilité au sport et notamment au sport de combat. Et il me dit « Je te propose un truc. Moi, je t'aide à développer ce projet. Et puis, tu me fais des coachings en boxe. » J'ai toujours voulu faire de la boxe. Et donc, on a commencé un échange comme ça où on se voyait une fois par semaine. Je lui faisais de la boxe, il me coachait pendant 1 heure sur le développement du projet. Mais voilà, pour moi, c'était juste une manière d'apprendre. Et puis à un moment donné, ça s'est concrétisé où on se dit, OK, on va signer un pacte d'associés, on va se lancer. Et il voulait rentrer dans le projet, donc on commence à en discuter, à travailler dessus. Et puis le virus des jeux est revenu. Ça faisait 2 ans que j'avais arrêté la boxe, j'étais devenue maman, il y avait plein de choses qui s'étaient passées. Je commençais à faire des conférences, donc voilà, j'étais dans un quotidien professionnel qui était quand même loin de la boxe, mais ça restait là avec beaucoup de regrets et puis le sentiment que je pouvais y retourner et y arriver. J'avais cette conviction qu'en travaillant notamment sur l'aspect mental, que ça allait être possible. Je me disais, le physique, c'est mathématique, on bosse, ça marche. La technique, la tactique, je me suis entraînée pendant 16 ans, je suis allée dans tous les pays du monde faire des camps d'entraînement. Je connais un peu tous les styles de boxe, j'ai été confrontée à tout ça. Je pourrais trouver la solution. Et par contre, dans la tête, il y a un champ énorme que je peux explorer. Et quand on arrive sur une Olympiade où on est 12 qualifiés, ce qui va faire la différence, c'est le mental. C'est pas le physique, on est à bloc, on peut faire un combat de boxe à 300%, mais le mental, celle qui aura le plus envie, c'est vraiment celle qui pourra faire la différence. Et donc, je me lance en tout cas, je retourne, j'essaye de reprendre le chemin de la salle de boxe avec forcément un peu de difficulté, puisque mon quotidien était différent. Et puis, le regard, surtout des autres, était complètement différent. J'étais plus celle qui avait arrêté, qui avait été championne du monde et tout ça. J'étais plus rien 2 ans après. Et tu es revenue en étant maman, en ayant accouché quelques mois avant. Et le regard, ça a joué aussi là-dessus, en disant pourquoi elle revient alors qu'elle est maman. Mais il y a un élément, je crois, en plus physiologique, qui a joué quelques mois après ton accouchement. Une force physique supplémentaire qui est survenue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu En fait, sur ma période de grossesse, je me dis que je savais que j'allais reprendre, donc je me lance dans une formation de préparateur physique adaptée à la reprise après grossesse. Et je me rends compte qu'en fait, physiquement, on a une fenêtre, notamment au niveau de l'endurance, où on est super fort. Et je me dis, mais oui, c'est vrai, on a déjà entendu plusieurs fois des histoires de marathoniennes qui ont fait des super perfs. Et je me dis, il faut que je l'explore. Et donc, vraiment, physiquement, en tout cas sur la zone d'endurance, c'est-à-dire les efforts très longs, j'étais très performante. Et ça a été pour moi une vraie clé de motivation, parce que je me disais, ok, non, arrête de douter, parce que tout le monde te dit que c'est pas possible de revenir à haut niveau après avoir accouché. Et le fait d'avoir fait toute une batterie de tests et de m'être rendu compte que j'avais cette force-là, ce qui n'était pas le cas sur le musculaire, sur plein d'autres choses. J'avais encore beaucoup de champs et j'ai mis du temps, j'ai mis plus d'1 an avant de récupérer. Mais il y avait cette clé-là qui m'a donné confiance et qui m'a permis d'insister et de durer. Et donc, les Jeux Olympiques, cette fois la qualification, tu vas à Rio et tu décroches la vice-médaillée olympique aux Jeux Olympiques. Une belle performance, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et donc là, tu arrêtes, mais avec un statut qui est différent. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce statut, et à quoi ça t'oblige, entre guillemets, d'être championne olympique ? Ce qu'il faut savoir, c'est que
je l'avais imaginé. C'est-à-dire que je m'étais dit, OK, il y a 2 options. Soit je réussis, soit je me plante complètement. Et je voulais me préparer surtout à l'échec. En me disant, si je me plante 2 fois, ça va faire mal. Et puis, en plus, autour de vous, on a tout le temps des gens qui vous disent, ouais, mais tu prends des risques. Et si tu te plantes, ça sera trop compliqué mentalement. Tu vas pas y arriver. Et puis, pourquoi tu arrêtes ton business? Ou là, quand j'ai annoncé à mes associés que je voulais pas me lancer et que je voulais arrêter, que je prenais le pari des Jeux Olympiques, ça a été compliqué. Les gens comprennent pas trop. Donc je m'étais dit, il faut que je me prépare à cet échec, et si je me prépare, ce sera plus facile à digérer. Et en même temps, je m'étais aussi préparée à la réussite, en me disant, ouais, mais si ça marche, il faut que tu sois prête à exploiter, parce que la fenêtre après une médaille, elle est quand même très courte. En général, les athlètes qui font une médaille, ils ont un peu de lumière pendant 2-3 semaines, et je m'étais dit, ok, bon, j'ai 2 ans de préparation, je vais me préparer physiquement, mais je vais aussi me préparer pour que à la sortie de ces Jeux, mes projets professionnels puissent s'accélérer, parce que je vais perdre 2 ans. J'ai mis ma société en sommeil pendant 2 ans, mais faut que après 2016, tout aille très très vite pour rattraper ce temps perdu. Et donc, je prends une attachée de presse et je commence à travailler sur un projet de réussite, en me disant, si ça marche, je vais avoir déjà pendant 2 semaines les médias tous les jours, puisque en fait, dès qu'on sort d'un combat, on a tout un parcours presse avec la télé française, étrangère, après la radio et la presse écrite. C'est des parcours qui durent à peu près 1h30, où on passe d'une case à l'autre. Sauf qu'on sort d'un combat, on a pris des coups quand même, malgré tout, il y a la fatigue. Et il faut pouvoir quand même être lucide dans ce qu'on va raconter. Et moi, je me disais, OK, il faut que j'ai mes messages et que je sois capable d'en parler à chaque fois qu'on va me tendre un micro, à chaque fois que je vais avoir une caméra, parce qu'il y a à la fois le projet sportif et l'envie d'aller au bout du rêve olympique, mais il y a l'après, parce que moi, je le savais que ma carrière s'arrêtait là, contrairement à d'autres athlètes, et donc il fallait le construire. Et je l'ai prévu 2 ans avant. 2016, je me dis, OK, je reviens de Rio, et je me dis, j'ai 1 mois où ça va fonctionner, c'est encore chaud, il faut en profiter, mais au retour des vacances, il n'y aura plus rien. Et donc, j'ai beaucoup donné sur cette période-là. Je ne suis pas partie en vacances après les Jeux en me disant, c'est le moment où il faut répondre oui à toutes les sollicitations et aller rencontrer les gens et s'offrir le maximum d'opportunités. Et puis finalement, c'est ce mois que je pensais être très court, et ça a duré. Puis il y a eu des propositions et j'étais prête à les accueillir, et je pense que c'est ce qui m'a aidée à aller très très vite, parce qu'après, effectivement, on m'a proposé des choses assez sympas. J'ai rejoint le comité olympique, j'ai fait plein de choses derrière, mais parce que je l'avais imaginé, et je m'étais dit, soyons folles, je pars dans un projet complètement fou, autant imaginer que ça va cartonner et que derrière j'aurai des propositions sympas, quoi. Et donc à ce moment-là, tu reprends aussi ton projet de gants connectés. Je crois que tu avais été lauréate du prix national de talent des cités à l'époque. Alors, je vous invite aussi à candidater. C'est un concours qui est lancé. Donc, si vous aussi voulez faire comme Sarah, n'hésitez pas à relever le défi. Et ce projet se transforme. Alors, avec un peu la même intention, d'ailleurs, de pouvoir promouvoir la boxe, la rendre accessible, tu crées Boxer Inside, qui sont des salles. Il y en a 2, je pense, aujourd'hui. Oui. Une à Paris et une en banlieue. Pour justement accueillir, c'est un peu un carrefour social où vont se rencontrer des femmes, des entrepreneurs, avec des programmes dédiés, les puncheuses, et d'autres programmes pour les start-upers, notamment. Je crois qu'il y en a certains qu'on a dans la salle qui font partie de ce programme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors, après les Jeux, effectivement, je reprends ce projet de gants connectés, et puis après, j'y crois plus. Il y avait pas mal de produits connectés qui sortaient, et la consommation qui en était faite était assez décevante. C'est-à-dire qu'il y avait un engouement au début, et puis après, ça se perdait. Et je me disais, finalement, la boxe, il y a quand même tout un aspect mental, corporel, qu'on ne retrouve pas dans l'objet connecté, et c'est pas ce que j'aime de la boxe. Et finalement, ça n'a pas de sens d'avoir des datas sur le nombre de coups, etc. C'est complètement idiot, et donc je laisse tomber le projet, et parce que en même temps je prenais pas de plaisir, et j'avais pris d'autres fonctions, notamment des fonctions d'élu qui me demandaient beaucoup de temps, et je pouvais pas être tout le temps derrière mes développeurs
voilà. Et puis le langage avec eux était trop compliqué. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter. Et ça a été compliqué de se dire à un moment donné, j'arrête de m'acharner et je dis stop. L'échec, c'est jamais facile, l'abandon non plus. Mais je le fais parce qu'il y avait aussi derrière d'autres opportunités. Et puis, il y a eu ces salles que j'ai ouvertes. Et là encore, ça a été la première salle que j'ai ouverte à Paris, ça a été une opportunité qui s'est créée grâce au jeu, parce que c'est une des choses que j'avais prévu de dire au micro, et donc je l'ai annoncé à chaque fois. Et à peine arrivée à Paris, je me retrouve à l'Élysée, et le conseiller sport de l'Élysée vient me voir en me disant: tu veux une salle, viens, on fait des visites, il y en a plein sur Paris. Et donc voilà, je me suis retrouvée 2 jours après à faire le tour de Paris et à visiter des salles. Sans l'idée d'en créer plein, parce que j'ai envie de rester sur l'humain, mais plutôt cette idée d'en faire des tiers-lieux justement, et de développer des programmes que je duplique. Et donc ces programmes? Alors ces programmes, j'ai une académie qui s'adresse à des jeunes de 10 à 17 ans. Donc ils ont en gros des entraînements de boxe 4 à 5 fois par semaine, et puis de la formation autour des métiers du sport et de l'engagement citoyen. C'est des programmes sur 3 ans. J'ai un programme qui s'appelle Les Puncheuses, et là c'est un programme empowerment dédié à des femmes qui veulent monter en compétences. J'ai un autre programme à l'entrepreneuriat qui s'adresse à des personnes qui ont envie de contribuer aux Jeux de Paris et Los Angeles 2028, et donc c'est 6 mois d'accompagnement avec toujours la boxe au cœur, puisque pour moi la boxe c'est aussi une manière de travailler sur la santé du dirigeant, parce que je suis convaincue que c'est le premier capital de l'entreprise. Quand on n'a pas la santé, l'entreprise n'avance plus. Et puis après il y a toutes ces questions de posture, de leadership dont on a besoin quand on veut développer son projet. Voilà. Et puis j'ai un autre programme qui s'appelle Vivre en sport, que j'ai lancé à l'époque où j'étais déléguée du gouvernement, puisqu'on m'avait proposé une mission de déléguée du gouvernement en 2017. C'est un incubateur qui s'adresse à des dirigeants associatifs qui utilisent le sport soit pour de l'insertion sur les questions d'environnement, santé. Voilà. La casquette entrepreneur, et tu en parles, les différentes casquettes que tu as en tant qu'élu, tu en as plusieurs, sur des questions engagées, mixité, égalité, et aussi pour les quartiers prioritaires dont tu es issu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes engagements et comment tu fais changer les choses dans les différentes instances? Alors la première fonction que j'ai prise, c'est aller très vite, puisque c'était à la sortie des Jeux. On me demande d'assister au conseil d'administration du comité olympique pour élire le nouveau président. Et à l'époque, on avait sur la fédération de boxe un président qui n'était pas du tout engagé. Et moi, à l'époque, j'avais pris la parole très souvent pour défendre le statut des athlètes, et j'étais dans une des commissions des athlètes. Donc on me dit, voilà, tu t'assois, tu votes, en gros tu fais le pot de fleurs, quoi, acte de présence, mais de toute façon ton président n'a pas fait de lobbying pour la boxe, parce qu'en fait les présidents de fédération ont intérêt à rejoindre le conseil d'administration du comité olympique pour avoir du pouvoir politiquement. Et donc moi je me présente à cette élection, et je me fais élire au conseil d'administration parce que je sortais des Jeux. Il y avait peut-être le fait que j'étais engagée, et j'ai peut-être su convaincre juste par les actions que j'avais pu mettre en place. Mais ça, j'étais pas prête à ça. Parce que c'est toute une campagne. En général, c'est plutôt les hommes blancs, 70 ans, qui accèdent à ces fonctions-là. Et donc, je me retrouve autour de la table du conseil d'administration. Puis, on passe sur un deuxième vote pour élire les vice-présidents. Et là, il y a un sujet qui était pas attrayant, je pense, pour tous les hommes qui étaient autour. C'était les sujets de mixité. Mixité, c'est les femmes, mais pas que. C'est le sport, en gros, pour tous, dans les prisons, dans les écoles. Et donc, je me fais élire sur cette fonction. Donc, en l'espace de 2 heures, je passe d'athlète retraité à vice-président du comité olympique, sans me rendre compte de ce que ça engageait. J'imaginais pas, parce que pour moi, le comité olympique, c'était un rêve d'enfant. C'était les valeurs de l'olympisme, l'engagement, le respect et tout ça. Et là, je me retrouve dans un monde très politisé,
où finalement le sport est très loin. C'est d'abord de la politique avant d'être de l'action sportive. Mais j'ai beaucoup appris. Donc j'y suis restée 5 ans sur les questions de mixité. Et puis, deuxième mandat, je me fais réélire. Et là, c'est sur les questions de politique de la ville en tant que conseillère de la présidente. Et donc voilà, c'est des sujets qui me passionnent. Et donc je jongle entre plusieurs casquettes, à la fois celle de dirigeante associative, de chef d'entreprise, puisque j'ai une autre société à côté. Je fais plein de choses, mais surtout de la relation publique et du consulting. Et puis ces casquettes d'élus au comité olympique, à la fédération, parce que j'ai pris la vice-présidente aussi en charge du haut niveau. J'ai aussi très vite rejoint le conseil d'administration de Paris 2024, puisqu'on m'avait à l'époque proposé d'être porte-parole de la candidature, et ça a été pour moi une expérience incroyable où là j'ai découvert le lobbying, où on m'a fait faire des choses assez folles, mais je pourrais pas les raconter, mais c'est voilà, j'ai Même pas beaucoup... une anecdote? Non, bah, peut-être une, mais je me retrouve à Doha, on m'envoie un texto à 23h en me disant ouais, il y a un taxi qui va venir te chercher, tu vas aller dans tel bar, il y a tel mec, faut que tu lui parles et que tu essayes de le convaincre. Et donc des choses comme ça, mais voilà, je me rends compte que le lobbying, c'est pas facile, mais en même temps, c'est tellement important, et on se rend pas compte de tout ce qu'il y a, tout le travail qu'il y a à faire pour finalement gagner notamment une Olympiade. Mais pour moi, ça a été fascinant. Je me suis retrouvée dans des réunions avec des enjeux ultra importants, et des fois, je me faisais des comebacks Aubervilliers 96, et je me retrouvais avec des dirigeants internationaux. Mais c'est aussi la boxe qui m'a appris je pense, à m'adapter et à oser, et surtout à combattre ce syndrome de l'imposteur, en me disant mais t'es pas à ta place, déjà tu leur ressembles pas, mais voilà. Puis finalement, quand on les entend parler, on se dit que si on a quand même quelque chose à apporter, et qu'on a une expérience que eux n'ont pas, et qu'on peut partager. Les Jeux Olympiques, bientôt. Donc tu es ambassadrice, tu sièges aussi au comité olympique. C'est quoi les gros enjeux pour toi là qu'il faut arriver à atteindre pour notamment dans la boxe féminine? On a vécu une période où il y avait toi, mais également Estelle Mousselie, etc., qui étaient sur le devant de la scène. Comment tu sens les choses par rapport à cette discipline au JO qui arrive? Alors si je fais juste un focus sur la boxe, je pense que ça va être compliqué, parce que c'est une fédération qui a, à mon sens, pas su exploiter justement l'engouement des Jeux de Rio. C'est-à-dire que derrière, on aurait pu mieux faire. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de relève, de préparer un sportif de haut niveau. En général, c'est 7-8 ans avant les Jeux qu'on le repère et qu'on le prépare. Et on a un petit vivier qu'on teste comme ça, parce que forcément, en 7-8 ans, on a de la perte, mais on a aussi des surprises parfois. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un travail sur plusieurs années, et ce travail, il n'a pas été fait. Donc on a des jeunes qui ont du potentiel, mais qui, pour moi, auront du mal à être prêtes pour Paris 2024. Quand on regarde Londres, ils ont su mettre les moyens pour aller chercher les médailles. Mais je trouve que nous, on le fait pas suffisamment, en tout cas dans mon sport. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sport qui est fragilisé par toutes les magouilles politiques. On en a beaucoup entendu parler. On l'a vu à Tokyo avec... nous, on a un Français qui a subi une injustice sur une décision. Enfin voilà, il y a plusieurs sujets comme ça qui reviennent souvent sur la table, et c'est une discipline qui est remise en question pour les Jeux de Los Angeles, et encore plus quand on sait que c'est un nouveau président russe qui a été élu et qui est complètement tordu, quoi. Donc voilà, peu d'espoir pour ce sport, mais bon, j'ai quand même eu envie de m'engager pour faire bouger les lignes, mais c'est pas simple. C'est-à-dire que quand vous êtes autour de la table et que vous êtes face à 24-25 personnes qui pensent autrement que vous, seul, c'est compliqué. Et puis après, il faut faire justement tout ce travail de lobbying pour essayer de faire comprendre, éveiller les mentalités et comprendre les intérêts de chacun pour négocier correctement. On voit ton parcours est riche, ta vie aussi. C'est quoi une journée type de Sarah
au quotidien? J'ai pas vraiment de journée type parce que y a beaucoup de. Enfin, je suis jamais au même endroit sur une même journée parce que avant tout je suis maman, hein, j'ai quand même 3 enfants, donc le matin c'est comme je pense tous les mamans la course, dépêche-toi, etc. Et puis déposer les enfants à la crèche, à l'école et tout. Et après moi je suis particulièrement sur la salle d'Aulnay puisque j'ambitionne de créer vraiment un tiers-lieu dessus, donc c'est mon gros projet du moment, la création de ce tiers-lieu. On a un beau site et je suis en train de le développer. Et puis après, j'ai des réunions. Je suis dans beaucoup de boards et de fondations. Donc, quand on cumule, forcément, il y a des sollicitations chaque semaine. Voilà. Et puis toujours le sport en fil rouge pour garder l'énergie, essayer de maintenir toutes ces casquettes. Mais c'est beaucoup d'organisation. J'ai un emploi du temps, c'est du Tetris à essayer d'exploiter chaque instant. Mais voilà, j'aime ça et tant que j'ai l'énergie, je continue. Et l'entrepreneuriat, d'autres projets? Pour l'instant, non. J'ai du mal à me projeter parce que je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Non, j'ai pas d'autres projets pour le moment. Je pense que je suis un peu dans cet état d'esprit où je reste ouverte en me disant s'il y a quelque chose qui me plaît, qui m'anime et auquel je crois, eh ben j'irai. Mais non, j'ai des idées en tête que je développe doucement, mais pour l'instant rien de vrai. J'ai tendance en fait à me lancer dans plein de projets en me disant je plante 10 graines. Et puis, si on a une qui marche, je l'arroserai plus que les autres et on y va. Donc voilà, je fais plein de choses aussi pour ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes celles et ceux qui ont plein de projets? Je sais que c'est même très générationnel. On a tendance à vouloir s'engager dans plein de choses, se lancer dans plein de choses. Comment trouver le bon équilibre dans tout ça? Moi, ce que je fais, c'est que déjà, je planifie vraiment tout, mais surtout, j'accepte à un moment donné de faire moins sur certains projets et plus sur d'autres. Donc, c'est essayer de trouver l'équilibre. On ne peut pas être à 100% sur tous les projets tout le temps. Mais voilà, de se dire, sur telle période, là, je vais accélérer ce projet-là, je vais accorder un peu moins de temps sur d'autres et trouver la bonne stratégie justement pour les faire avancer, mais chacun à son rythme et forcément pas en même temps. Et je vais revenir maintenant en 96. Si tu avais un conseil à donner à la petite Sarah qui rentre dans cette salle, qu'est-ce que ce serait avec toute cette expérience et cette vie vécue? Je pense que je lui dirais de faire la même chose. J'ai vraiment pas de regrets sur ma carrière. J'en ai eu forcément en 2012 quand j'ai perdu parce que pour être très honnête, je deviens championne du monde en 2008 et je me rends compte que l'équipe que j'ai autour de moi, c'est plus la bonne. Que le discours de mon entraîneur me convient plus parce que justement, il est toujours très très positif et j'arrive à un moment où j'ai besoin justement de quelqu'un qui pointe un peu plus les choses qui vont pas pour aller encore plus loin. Même si j'étais championne du monde, derrière il y a les Jeux. Donc en 2008, on nous annonce enfin que les femmes vont être au programme olympique. Je sais que derrière ça va s'accélérer parce que à 4 ans des Jeux, c'est un nouveau sport. Forcément, les pays, la Chine, la Russie, le Kazakhstan, qui sont des pays qui ont quand même beaucoup plus de moyens que la France, et notamment pour le sport au féminin, vont accélérer. Ils vont mettre de l'argent, ils ont les moyens, ils ont des infrastructures qu'on n'a pas et des technologies aussi qui sont très poussées que nous, on ne détient pas. Et je me dis, ouais, j'ai envie moi aussi d'accélérer avec ce que j'ai. Hein. On n'avait pas grand-chose, mais voilà, on avait réussi à faire des choses avec peu. Je pensais qu'en étant un peu plus dans le détail, dans le calcul, on allait pouvoir un peu plus progresser. Et autour de moi, c'était pas comme ça. Mais il y avait, pour moi, ce besoin de rester fidèle à une équipe qui était là depuis le début, à Saïd qui m'avait donné ma chance. Et donc, je suis restée avec lui en me disant, je peux pas vivre cette expérience et réussir sans ceux qui m'ont fait confiance au début. Et c'est peut-être le seul regret que j'ai dans ma carrière, c'est que je me dis, j'aurais peut-être dû, j'ai essayé de lui en parler, il ne l'a pas compris, il ne l'a pas perçu, je ne l'aurais pas écarté, mais j'aurais pu intégrer d'autres personnes
pour essayer d'aller chercher justement ce détail-là. Mais avec beaucoup de recul, maintenant que tout ça est très très loin, je ne regrette pas d'avoir perdu en 2012 parce que ça m'a fait vivre une expérience incroyable. Je pense que si je m'étais qualifiée en 2012 et que je n'aurais pas fait de médaille, j'aurais arrêté ma carrière sur cet événement et derrière, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc même si c'est difficile à avaler une défaite comme ça, je suis hyper contente de l'avoir vécue. Bon, faut pas que mon mari l'entende parce que je l'ai saoulé pendant 2 ans, mais voilà, c'est une expérience qui m'a vraiment fait grandir et qui m'a permis de vivre la meilleure boxe que je voulais, parce que finalement, mes meilleures années, ça a été les 2 dernières, très intenses, très difficiles, où j'ai beaucoup combattu parce que la Fédé m'a pas suivie, mais c'est là où j'ai le plus progressé, parce que j'étais tout le temps en danger, tout le temps remise en question. Et forcément, quand on est comme ça sur la sellette, moi, quand j'arrivais sur les camps d'entraînement, je voulais juste arracher des têtes. Je venais pas pour rigoler, je parlais à personne, je m'entraînais. Je le vivais mal parce que pour moi, le sport, c'était du partage, mais je savais qu'il fallait que je fasse peur. Et donc, je venais, voilà, j'étais là pour me battre tout le temps, quoi. Ton parcours, on l'entend, il y avait beaucoup d'échecs, mais à chaque échec, tu as su rebondir et ça a donné quelque chose d'encore meilleur. Donc c'est aussi le mot qu'on peut dire à chacune et chacun qui sont avec nous. N'ayez pas peur d'échouer. Alors, on va pas non plus vous pousser à échouer, mais n'ayez pas peur d'échouer, et derrière un échec, il y a certainement quelque chose de plus grand derrière. Sarah, merci. Merci pour cette dose d'inspiration. Merci pour tous tes combats, ton parcours. On va continuer à suivre parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que tu vas accomplir. Et j'espère à très bientôt. Merci à toi. Et merci à vous. Alors, je ne vais pas la jouer perso. Je pense que d'autres personnes ont plein de questions à te poser. Et maintenant, ça va être au public de pouvoir poser ces questions à Sarah. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va passer pour vous donner un micro. Alors, bonjour. Bonjour. Moi, je me présente, je m'appelle Youssef Aït Moussa. Et j'ai une question pour Madame Ouramoun. En fait, je fais de la boxe depuis que je suis petit, au Noblard de Rouen, avec ça à la Mamraoui. Et je me demandais, en fait, maintenant, je suis plus dans l'entrepreneuriat. Et je me demandais comment est-ce que je peux adapter l'entrepreneuriat à la boxe actuellement. Sachant que on voit par exemple Malamine Koné, pour qui ça a été compliqué d'être promoteur, de même pour Acariès, et les problèmes qu'il y a au sein de la fédération, etc. T'es à quel niveau en boxe? Ouais, boxeur élite. Ok, donc ça veut dire que tu pars parfois sur des stages, t'as des déplacements? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de combat parce que j'ai eu des problèmes de santé. Mais sinon, quand j'étais en cadet et en junior, ouais, j'ai fait pas mal de combats. Voilà, j'ai un petit peu bougé. Moi, j'ai vraiment toujours géré ma carrière à la fois avec les études, le travail, et même quand je me suis lancée dans le business, c'est à toi de mettre la priorité là où tu penses que c'est nécessaire en ce moment. Tu vois, moi, sur ce que j'expliquais sur la période où je me suis préparée pour les Jeux, l'entreprise, je l'ai mis un peu de côté parce que je savais que ça allait être très compliqué. Puis à chaque fois que j'avais des clients, je disais, bah non, là, je suis en Chine, là, je suis au Maroc. Donc... là, tant que tu n'as pas de combat, tu n'as pas d'échéance, logiquement, ça devrait être assez simple pour toi de pouvoir t'entraîner. Maintenant, c'est toujours compliqué quand tu as des sollicitations de te dire bah ouais, je zappe le sport, je zappe, mais comme c'est ta priorité et c'est important pour toi, il faut que tu le cales comme un rendez-vous, comme si c'était même avec un client super important et que tu puisses pas le déplacer. Non, mais en fait, ma question, c'est plutôt si je voudrais adapter l'entrepreneuriat à la boxe, c'est-à-dire où est-ce que je pourrais entreprendre dans la boxe, c'est-à-dire dans le management de carrière, ou bien en tant que promoteur, organisation de galas, d'événements. C'est ça, j'aimerais savoir un peu s'il y a des choses ouvertes. Si ton ambition, c'est de développer la boxe, c'est bien. Ouais. Si c'est de faire de l'argent, non, c'est pour développer. Non, c'est pour faire développer surtout. Non, y a énormément de besoins dans la boxe. Des promoteurs, il y en a très peu en France. Il y en a 5 qui sont aujourd'hui encore en activité. Tu citais Malamine Koné. Malamine Koné, c'est quelqu'un qui a injecté énormément d'argent et qui avait une belle ambition, mais qui a été freiné et qui aujourd'hui
n'est plus du tout actif en tant que promoteur. Mais pour être promoteur, il faut déjà bien connaître le milieu de la boxe, et ça, tu le connais, mais surtout de la boxe pro. C'est deux mondes différents. Et surtout, il faut peser quand même pour pouvoir organiser des soirées qui te permettront d'avoir des télés. Mais manager, à part si tu as vraiment des pépites ou des boxeurs qui sortent des jeux médaillés comme Tony Yoka, là oui, tu peux t'en sortir. Sinon, c'est voilà, ou le cumuler avec d'autres sportifs, d'autres disciplines un peu plus rémunérées. Mais c'est un sport qui est quand même très, très fragile, on va dire. Oui, mais on vous tend un micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Deepak. J'ai une question pour Sarah. Il y a quelques mois, j'ai vu un film magnifique. C'était sur l'histoire de Sarah Williams et sa sœur, Serena Williams. Je suis indien à la base. Et en Inde, on a fait un film, Bollywood a fait un film sur Mary Combs, qui est une ancienne championne du monde également. Je suis vraiment impressionné par votre parcours. Je me demandais en France, est-ce que Netflix ou quelqu'un de producteur de films vous contacte pour faire un film sur vous? Sinon, est-ce que vous serez ouvert si un des scénaristes émergents, qui était ancien journaliste, je parle de ma copine, qui peut vous contacter pour écrire un scénario sur vous? Merci. Je viens de signer avec un producteur. Le film de Mary Kom est très très bien, je vous le conseille. C'est une boxeuse indienne qui a raflé les titres de championne du monde, qui est maman de jumeaux et qui est assez incroyable. Elle a bouleversé l'Inde. C'est une vraie star là-bas et elle a initié énormément de jeunes filles. D'ailleurs, l'Inde est une nation très 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 forte en boxe et c'est un gros pourvoyeur de médailles. Voilà, c'est ce qui leur permet surtout de vivre et de manger. Mais il y a un documentaire sur toi. Il y a un documentaire qui est sorti sur Canal. J'ai eu la chance d'avoir un réalisateur qui m'a suivi pendant 10 ans et ça a donné lieu à un 90 minutes. Voilà, donc des images sympas. En tout cas, pour moi, c'est un bel héritage pour mes enfants. Je vous invite justement, on parlait de ton premier entraîneur, on le voit et on voit un peu ton parcours, donc je vous invite à le regarder, il est passionnant. Alors j'ai une question pour Sarah, je m'appelle Caroline et en fait j'avais une question sur la préparation pour la réussite. Sarah, tu as parlé de te préparer mentalement pour réussir et du coup j'aimerais savoir ça ressemble à quoi du coup? Alors j'ai pris un préparateur mental, pour la préparation mentale, tu as quand même plein de techniques. Moi, il y a eu deux choses. La première, ça a été vraiment de travailler sur l'imagerie mentale très positive où dans la culture de la boxe, très souvent, on te dit « il faut que tu montes sur le ring énervé, il faut que tu aies faim, il faut être méchante et tout. » Et il faut presque imaginer que tu vas perdre pour essayer de sortir de tes tripes et donner le maximum. Et pour moi, l'idée, c'était d'être plutôt sur une image très positive où tu apprends en fait à visualiser le podium, la médaille, tu es déjà au jeu et t'imagines aussi les combats et surtout t'imagines toutes les phases qui peuvent exister, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et t'essayes de te focaliser sur ce qui marche. Et c'est vraiment du matraquage. C'est-à-dire que moi, je faisais des séances tous les jours. Et notamment, ce qui était intéressant, c'était après les qualifications, où je savais qu'on était 12 qualifiés pour Rio. Donc, j'ai étudié les 11 autres athlètes et je me les suis imprégnés en me disant, OK, t'as les yeux fermés, t'as tout un truc où on te parle, c'est de la sophrologie, de la PNL, et t'imagines le combat, mais tu t'imagines toujours gagnante. Et en fait, le cerveau, c'est assez incroyable parce qu'il ne se rend pas compte de ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Et l'effet que ça fait, c'est que quand tu arrives sur le ring, tu as l'impression que la fille, tu l'as déjà battue. Et donc forcément, tu gagnes en confiance parce que je me dis, OK, mon cerveau pense que je l'ai fait, que j'ai déjà trouvé les solutions. Et donc finalement, tu arrives à mieux t'exprimer et à finalement trouver les failles chez elle. Tu as moins de doutes, tu es moins parasité
par des images comme ça qui viennent ou des idées qui disent je vais pas y arriver, mais comment je peux faire, elle arrête pas de me toucher, elle va trop vite, elle est trop mobile. Donc ça, c'était la première chose pour moi, vraiment être dans le positif, dans le positivisme, pardon, et être un peu plus sereine, parce que je courais après le temps. 2 ans pour une préparation olympique, c'est vraiment trop peu. Donc j'étais tout le temps dans la peur de me tromper dans mes choix. Et ça m'a aidé à trouver beaucoup de sérénité. Et la deuxième chose, moi, la préparation mentale, ça a été de travailler beaucoup la posture, et notamment une posture vraiment un peu agressive, de championne, de dire, OK, là, c'est mon ring, je suis chez moi, je suis ancrée. Et c'est parti d'un constat, en fait, quand je reprends la boxe, je pars très vite sur un premier tournoi international en Turquie, un gros truc, un tournoi mixte, un tournoi vraiment élite, tournoi A. Et beaucoup de doutes en me disant, ouais, ça fait 2 ans que j'ai pas enchaîné les combats. À mon âge, peut-être que je vais pas pouvoir récupérer en moins de 24 heures. Vraiment pas très bien. Et finalement, je vais au bout de ce tournoi. Et ce qui était important surtout, c'est qu'au bout de ce tournoi, il y avait une qualification pour un championnat du monde en Corée. Et donc, je me qualifie, j'enquille sur la Corée pour 3 semaines. Et bam, je perds au premier tour. Je me dis, bon, ok, je suis là 3 semaines. J'avais laissé ma fille. Je me disais, c'est une des premières fois où je pars aussi longtemps. Je le vivais assez mal. Et entre-temps, les modes de jugement avaient changé. On était parti vraiment sur un jugement électronique où les juges devaient donner une décision à la fin du combat, à la fin de chaque round, en disant il y a un gagnant, un perdant. Et c'était pas la manière dont moi j'avais appris à boxer. Et je me dis, je vais observer tous les combats. J'ai observé 1400 combats sur les 3 semaines. Sur les 1400 combats, à chaque fois qu'il y avait des combats à égalité, c'est-à-dire 2 rounds, 2 contre 2, et ben celle qui était désignée gagnante, c'était celle vraiment qui était montée sur le ring vraiment en championne et qui avait surtout commencé le travail bien avant le premier gong, c'est-à-dire qui sortait de la salle, qui boxait, qui sautillait et tout. Et donc j'ai travaillé sur ça parce que moi j'arrivais sur le ring, oh super, je disais bonjour à tout le monde parce que j'adorais la compétition et je pensais que ça commençait au moment où le gong retentissait. Et donc j'ai travaillé sur toute cette posture-là et sur l'attitude pour pouvoir aussi agir inconsciemment sur les juges, mais aussi sur le public, dans le sens où dans le public, tu as tes adversaires du lendemain, tu es observé à chaque instant. Voilà. Bonjour, pardonnez-moi. Déjà, super contente d'assister à cette conférence parce que je te suis dans les réseaux et même avant. Et juste pour compléter la question et par rapport à la réponse que tu viens de donner, c'est quoi ton mécanisme pour switcher après une défaite, sachant que tu as mis autant d'efforts pour arriver à ce niveau-là et qu'après tu sais qu'il y a un demain et qu'il faut que tu fasses face. C'est quoi le mécanisme qui fait que ça y est, tu avances même si la douleur de l'échec est présente et même très vivante? Je te pose cette question-là parce que moi, je ne suis pas du tout dans l'entrepreneuriat. Je découvre ce monde, mais je suis dans une monde d'entreprise assez dur, banque d'investissement, où il y a une grosse concurrence. Et on tombe parfois dans les parcours professionnels. Et pareil, comme toi, il faut apprendre à faire bonne figure, avoir une attitude et un mental. Et c'est le genre d'éléments que j'aimerais approfondir. Merci. Merci pour ta question. En fait, dans le sport, c'est peut-être un peu plus simple parce que tu as une vision qui est très claire. Moi, c'était les jeux. Donc, tout ce qui pouvait se passer avant, tout le chemin, finalement, c'est ce qui allait m'amener à mon objectif. Et les défaites, justement, c'est les moments où tu vas te remettre en question. On n'a pas le temps de pleurer. Tu n'as pas le temps parce qu'il faut travailler, parce que le prochain défi arrive très vite. Et c'est l'avantage, c'est de se fixer comme ça des défis assez régulièrement parce que tu perds, tu descends du ring, et évidemment, tu as les boules, tu peux pleurer parfois parce que ça peut être sur des gros combats, des combats parfois qui t'ont demandé beaucoup de préparation, d'engagement et auxquels tu croyais. Et finalement, c'est des moments où tu vas vraiment un peu plus décortiquer pourquoi ça n'a pas marché et tu te dis finalement c'est ce combat-là qui va me faire grandir parce que si j'avais gagné j'aurais été contente, j'aurais fait la fête, je serais rentrée, mais j'aurais pas pris le temps de me remettre en question.
Et c'est surtout avoir une vision à plus long terme et pas juste s'arrêter à cet échec et au moment qu'on vient de passer. Voir plus loin et se dire, quoi qu'il arrive, c'est pas mon objectif, c'était pas aujourd'hui, c'est bien plus loin. Bonjour Samy, bonjour Sarah. Pardon, je te cherchais. Je me présente, je suis petite étudiante taekwondoïste et cofondatrice du podcast Entre deux pour les étudiants passionnés d'entrepreneuriat. J'aimerais bien qu'on retourne en 96 et donc tu découvres la boxe, tu t'entraînes quotidiennement. J'imagine que tu étudies peut-être aussi à côté. Tu fais des petits boulots. Comment tu t'organises? Parce qu'il me semble qu'en 96, on n'avait pas Notion, on n'avait pas Google Agenda, on n'avait pas les notifs pour nous rappeler. Donc, comment ça se passe? J'étais au lycée. Donc, quand j'étais au lycée, je m'entraînais à 6 heures. Donc, 6 heures, c'était les entraînements pistes et muscu en alternance. Et après, je revenais en général à la salle vers 20 heures. Et je m'entraînais, en gros, je rentrais chez moi, il était 22h30. Et après, j'enchaînais sur les devoirs en mode robot pendant tout le lycée. Ouais. Et à l'époque, en fait, on avait la possibilité d'avoir un statut de sportif de haut niveau, mais ça ne voulait rien dire. C'est-à-dire qu'on nous l'accordait, mais tu n'avais pas d'avantage. Et ça a été pareil après dans ma poursuite d'études où, par exemple, moi, je me souviens, il y a des fois où je devais partir en stage et quand j'étais à Sciences Po, même avec le statut, et pourtant on avait un peu plus avancé, et dès qu'on on dépassait deux absences dans le même cours par semestre, on devait recommencer à zéro l'année suivante. Et en fait, j'envoyais mon petit frère en amphi signer à ma place en lui disant, tu t'assois, tu prends les notes et tu m'envoies tout, sinon j'irai jamais au bout de mes études. Mais ouais, on n'avait pas d'adaptation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais à l'époque, ouais, je jonglais beaucoup et surtout, j'avais ma mère qui avait peur, qui me disait, tu vas pas y arriver. Et elle y croyait pas parce que bon, pour elle, ça restait un loisir, quoi. Et moi, c'était pas un métier, c'était une passion, mais je sentais quand même que ça m'aidait dans mes études. Quand j'arrivais le matin à 8h, j'étais fraîche, et je voyais tout le monde dormait, mais voilà, j'avais fait ma séance avant et j'étais beaucoup plus alerte, beaucoup plus dynamique. Voilà, je faisais quand même malgré tout attention à ce que je mangeais, à mon sommeil. Donc, tu as l'hygiène de vie aussi qui te permet d'avoir un état de santé où tu apprends plus vite. Et on le dit très souvent, pour mémoriser et pour apprendre, le sport est important. Le fait d'oxygéner son corps, ça permet de rendre apparemment plus intelligent. Ouais, faites du sport pour être plus intelligent. Bonjour Sarah, bonjour Samy. Je me présente, je m'appelle Douglas. Sarah, au cours de ton parcours professionnel et au cours de ta vie personnelle, quel est le plus grand enseignement que tu pourrais partager afin d'inspirer les personnes dans la salle pour affronter leur combat de demain? Alors, je pense que s'il y a une chose que la boxe m'a apprise, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sans engagement. On ne peut pas espérer avoir un résultat si derrière on n'y met pas un peu d'effort. La boxe m'a aussi appris la routine, c'est-à-dire à mettre en place des routines pour ancrer des choses. Au début, tu as du mal, mais finalement, c'est des choses après que tu fais naturellement et qui font partie de ton quotidien. C'est vraiment les deux choses que je garde de la boxe et que ces deux ingrédients qui me servent aujourd'hui dans mes multiples vies. Et c'est ce que je veux absolument transmettre aux jeunes que j'accompagne, mais aussi à mes enfants, d'avoir de la rigueur. Et je suis convaincue que par le sport, on peut vraiment développer ces deux qualités-là. Bonjour Sarah, bonjour Samy. Je suis Antoine, je fais partie de la promo de Montpellier, des Déterminés avec mon collègue Honoré. Et donc, ma question pour Sarah, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire autant de sacrifices, mettre sa vie en stand-by pendant 2 ans, notamment pour les Jeux Olympiques, tout en sachant qu'au final, le résultat de tous ces sacrifices sera entre les mains de 4 ou 5 juges qui prendront une décision en peut-être quelques minutes ou peut-être plus. Comment est-ce qu'on peut, durant toutes ces années, faire tous ces sacrifices en ayant quand même ça en tête? En fait, tu ne te dis pas que tu mets ta vie entre les mains de 4-5 juges. Justement,
moi, si j'ai pas arrêté la boxe pendant toutes ces années, parce que des injustices, j'en ai vécu comme tous les boxeurs, et il n'y a pas que dans la boxe, hein, on le voit dans le patinage, dans la gym, où c'est un jugement humain. J'ai pas arrêté parce que j'avais envie de choisir mon destin. Je voulais pas justement que ce soit 4 ou 5 juges pourris qui sont jamais d'ailleurs montés sur un ring et qui n'ont jamais fait d'efforts puissent décider de ce que j'allais faire. Comme j'ai dit au début, j'ai eu la chance de rencontrer la boxe. Pour moi, ça a été une vraie chance d'avoir une passion. C'est ce qui m'a guidée, qui m'a permis de me lever tous les matins. Et au-delà du résultat sur le ring, tu as tout le chemin, tu as tout ce que ça t'apporte. Et moi, j'avais vraiment du plaisir chaque jour d'aller m'entraîner, d'aller encore plus loin, de me façonner et de me dire tous les jours, je vais essayer de maîtriser mon art, aller dans l'excellence, me découvrir, progresser. Donc, tu as tout ça qui te permet de tenir et de rester motivé pendant toutes ces années. Et puis, quand tu es boxeur, tu as un petit grain de folie, mais même quand tu es athlète, donc tu es quand même très rêveur. Moi, j'ai toujours été très, très rêveuse, où tu t'imagines que tout va fonctionner parce que tu as travaillé, ça peut marcher, sauf que ce n'est pas du tout mathématique le sport et encore moins la boxe. Mais t'y crois, et c'est vraiment tout ce que ça m'a appris, tout ce que ça a permis, et surtout ce que ça va continuer à me permettre, qui m'ont donné envie de continuer. Et finalement, c'est un peu comme la question des échecs. Tu te focalises pas dessus, parce que si t'es pas quand même très positif, quand t'es sportif, forcément t'es ambitieux et positif. Donc c'est ce qui permet quand même tu vois toujours le bon côté des choses, et tu penses vraiment que ça va marcher un jour. Sinon, tu t'entraînes pas et tu te fais pas aussi mal, parce que tu vois, il y a des fois où tu pars au fin fond de la Roumanie, tu t'entraînes 3 fois par jour. Voilà, c'est pas très glamour, mais tu le fais parce que tu sais pourquoi tu le fais et où ça va t'amener. Merci.